Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, Bonjour coaching et bienvenue dans ce nouvel et médiation. épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, la médiation, ce qu'elle est vraiment, pourquoi elle traite ce que le tribunal ne peut pas toucher, et pourquoi, dans beaucoup de conflits, c'est non seulement une alternative, mais souvent la solution la plus intelligente. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière ce que le tribunal ne peut pas faire, ce qui se passe vraiment dans une médiation, et pourquoi vous n'avez rien à perdre à essayer. Et je vous donnerai à la fin une action concrète pour savoir si la médiation est la bonne porte pour vous maintenant. Si vous êtes en conflit, si vous avez pensé à appeler un avocat ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Commençons par quelque chose que peu de gens vous diront clairement. Quand on est dans un conflit douloureux, une pensée arrive très vite. Je vais voir un avocat. Parce qu'on a l'impression que c'est le seul endroit où on sera pris au sérieux. Où ce qu'on vit aura enfin du poids. Et l'avocat va vous écouter. Il va noter, il va poser des questions, et puis à un moment, il va dire quelque chose que beaucoup de personnes n'attendaient pas. Qu'est-ce que vous pouvez prouver? Pas ce que vous avez vécu, pas ce qui vous a blessé, pas ce que l'autre a fait et que vous savez tous les deux parfaitement, mais ce que vous pouvez prouver. Et là, beaucoup de personnes réalisent quelque chose de douloureux. Ce qui les consume vraiment, ce qui nourrit les nuits sans sommeil, ce qui les empêche de tourner la page, ça n'est pas prouvable. Ce ne sont pas les faits qui vont être discutés lors du procès. Personne n'a enregistré la conversation où votre version a été déformée. Pas de documents qui prouvent que cette confiance a été trahie. Pas de témoins fiables de cette humiliation prononcée à huis clos. Pas d'email qui capture la façon dont on vous a mis de côté. Encore et encore, dans des décisions qui vous concernaient directement. Vous le savez, l'autre le sait, mais devant un juge, ça n'existe pas. Et est-ce seulement écrit dans la loi? Et l'avocat, honnêtement, ne peut pas grand-chose avec ça. Parce que ce qui blesse vraiment dans beaucoup de conflits, ce n'est pas uniquement juridique, c'est humain. C'est ne pas avoir été reconnu, avoir été trahi, se sentir floué, mis de côté, rabaissé, avoir donné pendant des années sans que ça soit vu, avoir perdu confiance, vouloir que quelque chose soit remis à sa juste place. Un juge ne peut pas ordonner des excuses sincères. Il ne peut pas restaurer votre réputation dans un cercle privé. Il ne peut pas réparer un lien abîmé. Il ne peut pas créer une nouvelle façon de fonctionner ensemble. Il ne peut pas rendre la reconnaissance qu'on vous a refusée. Le tribunal répond à ce qui est prouvable et uniquement dans un cadre juridique précis. Et laisse intact, complètement intact, tout ce qui ronge vraiment et qui n'est pas écrit dans la loi. Et il y a même quelque chose d'encore plus difficile à entendre. Un procès n'éteint pas le conflit. Il fait cesser le combat sur un point précis. Mais le conflit, lui, reste vivant et revient souvent sous une autre forme avec une nouvelle blessure par-dessus la première. Nous le voyons régulièrement chez Resolveco, avec les personnes qui arrivent après une procédure judiciaire. Elles ont un verdict, elles sont épuisées, la relation est en ruine, et ce qui les rongeait au départ est toujours là, intact, parfois renforcé. Et puis, il y a le biais d'optimisme. Quand on est en conflit, les deux parties surestiment presque toujours leurs chances de gagner. Les avocats aussi, très humainement. Ils portent plus d'attention aux arguments favorables à leurs clients. Les deux camps entrent dans la procédure convaincus de gagner. L'une se trompe. Et souvent, les deux ressortent déçus.
après des années et des milliers d'euros. Alors la vraie question, ce n'est pas « est-ce que j'ai raison ?» Vous avez peut-être tout à fait raison. La vraie question, c'est est-ce que le tribunal est le bon endroit pour traiter ce que vous vivez vraiment? Et dans beaucoup de situations, la réponse est non. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que le tribunal est souvent une mauvaise réponse à une bonne douleur. Pas parce qu'il est mal fait, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Alors, qu'est-ce qui est fait pour ça? La médiation n'est pas un tribunal allégé. Ce n'est pas une tentative de réconciliation forcée. Ce n'est pas non plus une thérapie familiale ou une thérapie de couple. C'est une méthode structurée, conduite par un tiers formé, dans un cadre confidentiel et avec un objectif très précis. Permettre à des personnes en conflit de se parler vraiment pour trouver elles-mêmes la meilleure des sorties possibles. Et voilà ce qui distingue radicalement la médiation du tribunal. La médiation ne demande pas de preuves. Elle ne juge pas qui a raison. Elle ne condamne pas. Elle ne statue pas sur des faits documentés. Elle crée un espace, sans verdict, sans sanction possible, où chacun peut dire ce qu'il a vraiment vécu, ce qui a été blessé, ce qui manque, ce dont il a besoin. Et c'est là que les choses bougent. C'est la seule chance d'avoir, finalement, gain de cause. La trahison non prouvée. En médiation, vous pouvez la nommer, pas comme une accusation à démontrer, comme quelque chose que vous avez vécu, et le médiateur s'assure que l'autre partie l'entend vraiment. Pas pour donner raison à qui que ce soit, mais pour que ça puisse enfin circuler entre vous deux. La version déformée qui circule, eh bien, en médiation, vous pouvez demander qu'elle soit corrigée, au moins dans cet espace, au moins entre vous deux. L'humiliation, la mise de côté, la réciprocité ignorée, la confiance brisée sans preuve, tout ça peut être posé sur la table, pas comme une plaidoirie, comme quelque chose de vécu. Et quelqu'un tient l'espace pour que l'autre partie le reçoive. Tout ça se passe en présence du médiateur. Éventuellement, si les deux parties sont d'accord, vous pouvez vous faire assister par des conseils. Et les personnes, en fait, en médiation, vont entendre ce qu'il s'est passé pour vous. Et parce qu'il n'y a pas de juge, parce qu'il n'y a pas de verdict, parce que rien de ce qui se dit en médiation ne sort de cet espace, les gens parlent vraiment. Pas à travers des avocats, pas via des conclusions déposées au greffe. Ils parlent. Et souvent, pour la première fois depuis longtemps, ils s'entendent. La médiation ouvre aussi quelque chose que le droit seul ne peut pas ouvrir. Devant un juge, vous êtes limité à ce que vous avez demandé. En médiation, vous pouvez inclure des sujets qui n'existaient même pas dans le conflit initial. Vous pouvez trouver des solutions qui n'existent pas dans le code civil. Bien entendu, vous ne pouvez pas aller contre la loi. Mais beaucoup de choses, en fait, peuvent être des solutions. Alors des excuses ciblées, sincères, une reconnaissance d'un fait précis, une règle nouvelle pour l'avenir, une façon de se séparer proprement plutôt que de se déchirer, un changement de fonctionnement dans une structure. Tout ce qui n'est pas illégal est possible, même si la loi ne l'a pas prévu. Vous êtes libre d'apporter sur la table en médiation tous les sujets qui vous préoccupent. Et ça, c'est une liberté que beaucoup de personnes ne soupçonnent pas avant d'entrer en médiation. Alors, parlons de ce qui se passe concrètement en médiation.
Parce que l'inconnu est souvent ce qui freine. Et la peur de l'inconnu dans un conflit s'additionne alors à toutes les autres peurs. La médiation est un processus structuré. Ce n'est pas une discussion improvisée entre deux personnes qui se détestent. C'est une méthode, avec des étapes, des règles, et quelqu'un de formé pour tenir tout ça. Ça commence en général par des entretiens individuels. Chaque partie rencontre le médiateur séparément, dans un espace qui lui appartient. Vous pouvez dire ce que vous ne pouvez pas encore dire devant l'autre. Posez vos questions, prendre le temps de vous préparer, comprendre comment ça va se passer. Et c'est important parce que la médiation ne vous jette pas face à l'autre sans préparation. Puis vient la réunion commune, où les deux parties sont présentes. Ce n'est pas un affrontement, ce n'est pas un procès, c'est un dialogue structuré avec des règles simples. Chacun s'exprime sans être interrompu. On parle de ce qu'on vit, pas d'accusation directe. Et le médiateur tient le cadre. Il peut couper la parole, pas pour censurer, mais pour reformuler, vérifier qu'il a bien compris, s'assurer que chacun a un vrai temps d'écoute. Bien sûr, le médiateur fait en sorte que chacun se respecte. Le médiateur, pendant la médiation, va reformuler. C'est-à-dire, il reprend ce que vous avez dit, au plus juste de ce que vous avez dit, sans ajouter, sans interpréter, et il va le poser là, de nouveau, dans la réunion, pour que l'autre partie puisse l'entendre vraiment, sans que vous ayez à vous répéter 10 fois, sans que vous ayez à vous battre, pour être entendu et compris. C'est un outil qui paraît simple, et c'est l'un des plus puissants qui existe dans un dialogue difficile. Et l'écoute du médiateur ne passe pas seulement par les mots, elle inclut tout ce qui se passe dans la pièce, les postures, les silences, un geste qui en dit plus que 10 phrases, le moment où quelque chose s'allège imperceptiblement et que le médiateur capte pour avancer. Des pauses sont possibles à tout moment, un aparté avec le médiateur seul pour souffler, pour clarifier quelque chose en privé, pour reprendre pied, pour reformuler. Et vous revenez avec des mots plus justes. La médiation est entièrement volontaire. Personne ne peut vous y forcer. Et à tout moment, si vous estimez que ça ne vous convient plus, vous pouvez partir, sans avoir à vous justifier, sans conséquence sur vos droits. Tout ce qui se dit dans cet espace est strictement confidentiel. Engagement légal, ce n'est pas une simple promesse. Rien de ce qui s'échange en médiation ne peut être utilisé à l'extérieur. Pas devant un juge. Vous parlez librement. Et si un accord se construit, il peut être formalisé. Homologué par un juge si vous le souhaitez pour lui donner force exécutoire. Mais ce n'est pas une obligation. Et même si vous repartez sans document signé, si la médiation vous a permis de comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas, de dire quelque chose qui avait besoin d'être dit, de rouvrir un dialogue qui semblait fermé, elle a réussi quelque chose qu'aucun tribunal ne pourra jamais faire. Un accord, c'est une option, pas une finalité en fait obligatoire. Vous me suivez ? Alors parlons du médiateur, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses et quelques vérités importantes à connaître avant de faire le choix. La première chose à savoir, et c'est décisif, c'est que la médiation n'est pas, encore à ce jour, une profession réglementée en France, comme peut l'être celle d'avocat ou de notaire. Ce qui veut dire vérifier, sérieusement. Ce qu'il faut chercher quand vous cherchez un médiateur, c'est une formation réelle, un diplôme, une certification reconnue. Ce n'est pas un détail administratif. La médiation, ça s'apprend. Les techniques de reformulation, la façon de tenir le cadre sous pression, de gérer les moments de tension extrême, de rester à équidistance en impartialité, tout s'apprend et se pratique. Un médiateur non formé peut faire plus de mal que de bien dans une situation déjà fragile. Et deuxième chose, et c'est moins connu,
Beaucoup de médiateurs ont par ailleurs un autre métier. Avocat, psychothérapeute, consultant, médecin, notaire, expert comptable. Dans la salle de médiation, cette expertise-là doit rester à la porte si le professionnel intervient en tant que médiateur. Et si vous le choisissez en tant que médiateur, peu importe son autre métier, l'autre métier est complètement exclu dans la salle de médiation. Pourquoi ? Parce que si le médiateur, qui est aussi avocat, commence à analyser votre dossier juridique, à émettre des avis sur le fond, à vous dire ce que vous pourriez obtenir au tribunal, il n'est plus médiateur, il est avocat. Et ce n'est pas ce dont vous avez besoin à cet endroit-là. Ce qui compte en médiation, ce ne sont pas les connaissances techniques du médiateur sur votre problème. Ce sont ses compétences humaines et sa maîtrise du processus, sa capacité à écouter vraiment, à reformuler sans interpréter, à tenir un espace où les deux parties se sentent suffisamment en sécurité pour parler, à rester à la même distance de chacun et à utiliser des méthodes qui permettent d'arriver à des solutions. Un bon médiateur, c'est quelqu'un qui sait mettre de côté ce qu'il sait par ailleurs pour être pleinement là pour vous deux. Il n'a pas d'avis, il n'a pas de conseils à donner. Il reste neutre, il n'a pas d'avis à donner sur la question. Il est juste au service de la relation et du conflit. Et puis il y a une autre chose, concrète, pratique, et qu'on sous-estime. Le médiateur n'est pas interchangeable. Ce n'est pas parce qu'il est compétent sur le papier que ça va forcément fonctionner avec vous. Vous devez sentir que vous pouvez lui faire confiance, que sa présence vous met à l'aise, que vous avez envie de vous exprimer devant lui. Si ça ne colle pas dès le premier contact, dites-le. Cherchez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas être difficile. C'est être intelligent sur ce qui va conditionner toute la suite. Il est clair que le médiateur choisi, doit convenir quand même aux deux parties. Car n'oubliez pas, c'est un processus volontaire. Quel que soit le moment, vous pouvez décider de stopper la médiation. Un processus de médiation repose entièrement sur la confiance que les parties ont dans le médiateur. Sans ça, rien ne peut vraiment s'ouvrir. Ce que le médiateur apporte, ce qu'on ne mettra jamais entièrement en mots techniques, c'est une qualité de présence. Un espace où vous avez le droit d'être ce que vous êtes, avec vos contradictions, vos colères, vos peurs, sans être jugé, et où l'autre partie a ce même droit. C'est de là que vient la sécurité. Pas d'un règlement, mais d'une présence et d'un processus. Récapitulons rapidement ce qu'on vient de voir. Le tribunal traite ce qui est prouvable et ce qui est dans la loi. La médiation traite ce qui est vécu. Le médiateur ne statue pas. Il tient un espace et il vous permet de dérouler un processus où vous arrivez à obtenir des solutions. Maintenant, il y a quelque chose d'important à savoir. Il n'y a pas une médiation, il y en a plusieurs. C'est quelque chose qu'on entend rarement et qui est pourtant essentiel. Il n'y a pas une médiation, il y en a plusieurs. Toutes ne se ressemblent pas. Et certaines formes répondent à des situations mieux que d'autres. Et même dans certains cas, certaines formes de médiation répondent à des situations que d'autres formes de médiation ne peuvent pas traiter. Alors, ce qui les réunit toutes,
un tiers formé, un cadre confidentiel, le respect de la décision des parties et un processus structuré. Mais sur ce socle, les pratiques peuvent diverger. Il y a la médiation facilitatrice, c'est la plus classique. Le médiateur guide le dialogue, va poser des questions, reformuler, aider les parties à s'entendre, ne propose pas de solution et il crée les conditions pour que les parties les trouvent elles-mêmes. Il y a la médiation transformative. Celle-là ne cherche pas d'abord un accord. Elle cherche à transformer quelque chose en vous et dans la relation. Elle cherche à remettre les personnes en capacité de se parler, de décider, de ne plus être prisonnières de l'impasse dans laquelle elles sont. Elle vous permet, la médiation transformative, de sortir de la déstabilisation et de la fermeture dans laquelle vous êtes à cause du conflit. L'accord peut venir après, mais la transformation, elle, est déjà une sortie pour vous, car vous retrouvez une sérénité, une ouverture. Et puis il y a ce que nous pouvons faire chez Resolveco. Bien sûr, nous faisons des médiations classiques, mais on peut également vous proposer la médiation enrichie. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, dans certains cas, dans les conflits complexes, certains conflits sont tellement chargés émotionnellement, tellement enquistés depuis des mois ou des années, que les personnes n'arrivent pas à entrer dans le dialogue, même avec le meilleur cadre du monde. Elles arrivent avec trop de peur, trop de colère, trop de blessures. Elles ne peuvent pas s'exprimer vraiment devant l'autre parce que rien n'a encore été travaillé en dessous. Dans ces situations, la médiation seule ne suffit pas. La médiation enrichie, c'est combiner la médiation avec d'autres outils. Chaque partie y a droit de la même façon. En fait, le temps passé en individuel est plus long. C'est une forme de travail de préparation individuelle qui se déroule. Une prise en compte des dimensions psycho-émotionnelles profondes. Ça n'est pas pour transformer les entretiens individuels en thérapie, mais c'est pour permettre aux personnes d'arriver à la table, quand elles sont les deux réunies, en état de vraiment dialoguer. Parce que si on ignore la dimension émotionnelle, si on ne prend pas le temps nécessaire à travailler sur les dimensions psycho-émotionnelles, alors des blocages peuvent ressurgir. Quelquefois, ça peut empêcher l'accord, ça va saboter les solutions. Le problème est que si on signe quelque chose un mardi, on peut être de nouveau en guerre le jeudi, parce que rien n'a suffisamment bougé en dessous. La médiation enrichie, elle travaille en dessous, c'est bien souvent pour des conflits qui durent depuis longtemps, et des conflits particulièrement imbriqués et complexes. En fait, sur ce qui alimente le conflit au fond, pas seulement sur ce qui le manifeste en surface. Et ça change la durabilité des résultats de façon significative. Et puis il y a une autre médiation que nous faisons, c'est celle qu'on appelle la médiation navette. C'est pour les situations où se retrouver face à face n'est vraiment pas possible. Alors il est très bien envisageable de commencer par une médiation navette et puis, finalement, au bout d'un certain temps, d'être d'accord pour faire une médiation classique en plénière. Il est tout à fait possible de commencer une médiation classique et puis, si les choses se tendent trop, de basculer en médiation navette. On reste toujours dans un cadre de médiation, où il y a toujours la confidentialité, la neutralité, l'impartialité, et bien évidemment tous les éléments précédemment évoqués, nous suivent dans la suite de la médiation. Alors la médiation navette, j'y reviens, c'est une forme de médiation où les parties ne se retrouvent jamais en présence l'une de l'autre, du tout. Le médiateur rencontre chaque partie séparément, dans des espaces distincts, et il fait la navette entre elles. Il est bien sûr parfaitement neutre et impartial.
mais il transmet les messages, les propositions, les besoins exprimés, dans un cadre confidentiel très précis. Chaque partie décide ce qu'elle veut que le médiateur transmette, et ce qu'elle ne veut pas qu'il transmette. Il y a un traitement en équité de chacune des parties. Et bien sûr, le médiateur est le gardien de tout ça. Il faut distinguer ça d'un simple aparté, que le médiateur peut utiliser ponctuellement dans une médiation classique pour qu'une partie souffle ou clarifie quelque chose. Cet aparté, ou encore appelé caucus, c'est un moment dans un processus qui reste majoritairement en réunion commune. La navette, c'est autre chose. L'ensemble du processus se déroule en entretien séparé, aucune réunion commune, ou une très courte uniquement pour poser le cadre au départ. Dans une médiation navette, tous les outils des médiations classiques sont utilisés. Alors la médiation navette est indiquée dans des situations très précises, quand la charge émotionnelle est si forte que se retrouver ensemble serait contre-productif, quand il y a un déséquilibre de pouvoir significatif et qu'une partie risque d'être intimidée en face à face, quand il y a un historique de violence ou de harcèlement, quand une partie refuse catégoriquement toute réunion commune, ou quand on est dans une impasse en médiation classique et qu'on a besoin de passer en format séparé pour débloquer quelque chose. Je vais être honnête sur les limites de la navette. La navette, elle peut perdre certains signes non-verbaux du face-à-face. Les expressions, les postures, le ton, qui disent parfois plus que les mots. Les accords qui résultent d'une médiation navette peuvent dans certains cas être un peu plus fragiles, car ils sont construits sans dialogue direct. Bien évidemment, lors d'une médiation navette, généralement, nous allons organiser, à la fin du processus, une réunion en présence des deux parties, conduite par le médiateur, où il est abordé l'accord et où il est possible de faire ce récapitulatif de tout ce qui a pu être discuté dans la médiation. C'est pourquoi la pratique la plus recommandée, elle est souvent hybride. Commencer par une courte séance commune pour poser le cadre, puis passer en navette si nécessaire, et terminer par une courte séance commune. Maintenant, ce que je veux que vous reteniez, si vous pensez que la médiation ne peut pas marcher parce que vous ne pouvez vraiment pas vous retrouver avec l'autre, ce n'est pas une raison d'y renoncer. La navette existe précisément pour ces situations. Alors, on vient de voir les différentes formes de médiation, classique, transformative, enrichie, navette. Chacune répond à quelque chose de différent. Et c'est précisément parce qu'il existe plusieurs approches que la médiation peut s'adapter à votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, il y a quelque chose que je veux vous dire directement, sans détour. La médiation est entièrement volontaire. Personne ne peut vous y forcer. Et à tout moment, si vous estimez que ça ne vous convient plus, vous pouvez partir. Sans avoir à vous justifier, sans conséquences juridiques. Vos droits restent intacts. Si la médiation ne marche pas, la voie judiciaire est toujours ouverte. Aucune concession faite en médiation ne vous est opposable. Aucune. Et tout ce qui se dit dans cet espace est strictement confidentiel. Engagement légal, pas une simple promesse. Rien de ce qui s'échange en médiation ne peut être utilisé à l'extérieur. Pas devant un juge, pas dans une procédure parallèle. Réfléchissez à ça. Si ça marche, vous gagnez énormément. Des mois, parfois des années de procédure. Des milliers d'euros. Une relation préservée ou une sortie propre. Et une solution que vous avez construite vous-même, qui vous ressemble, qui tient compte de ce qui compte vraiment pour vous. Si ça ne marche pas, vous n'avez rien perdu.
Ce rapport-là, en termes de risque, de temps, d'énergie, d'argent, est presque toujours favorable à la médiation. Ce n'est pas une opinion, c'est ce que nous observons dans la pratique. Et il y a quelque chose d'encore plus important. La médiation ne vous demande pas de faire confiance à l'autre. Elle ne vous demande pas de pardonner. Elle ne vous demande pas d'être d'accord sur ce qui s'est passé. Elle vous demande juste d'accepter un espace où quelqu'un de formé tient le cadre pour vous deux, de façon absolument identique, pour ce qui n'a pas encore pu être dit, puisse enfin l'être. C'est tout ce qu'elle demande. Et très souvent, c'est suffisant pour que quelque chose bouge. Il y a une notion que je veux introduire ici, une notion que nous utilisons chez Rezovko et qui change souvent la façon dont les gens regardent leurs conflits. C'est la notion de suffisant. Nous avons déjà abordé ce point dans l'épisode précédent en lien avec l'injustice. Dans beaucoup de conflits, ce qu'on cherche au fond, c'est une forme de justice absolue, que l'autre reconnaisse tout, admette tout, regrette tout, change du tout au tout. C'est humain, compréhensible, légitime dans sa source. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de conflits durent si longtemps. Parce qu'on attend quelque chose que l'autre ne peut pas donner. Pas parce qu'il ne le veut pas nécessairement, mais parce qu'admettre une faute totale, c'est pour lui aussi une forme de destruction. Et tant qu'on attend ça, on reste prisonnier de son conflit. Le suffisant, c'est autre chose. C'est identifier ce qui serait assez juste, assez clair, assez réel pour sortir de cette prison qui vous enferme, vous. Pas la justice absolue, quelque chose de concret, de nommable, d'atteignable. Et voilà ce qui change dans le cadre de la médiation. Le suffisant n'est plus contraint par ce que la loi permet. Devant un tribunal, votre suffisant est très restreint, il est dans une boîte étroite. C'est uniquement ce que le juge peut ordonner. Des dommages et intérêts, une injonction, mais à part ça. En médiation, eh bien, il y a beaucoup plus de possibilités. Le suffisant peut être, bien évidemment, des dommages et intérêts, mais il y aura aussi une reconnaissance d'un fait précis. Pas que l'autre avoue tout, juste que ce point-là soit nommé pour ce qu'il est. Le suffisant, ça peut être des excuses ciblées, sur un moment précis, pas une confession totale. Juste ce mot, dit vraiment. Le suffisant peut être une reconnaissance, pleine et entière, finalement, de ce que vous avez vécu, ressenti. Le suffisant peut être une règle pour l'avenir, un engagement concret sur la façon de fonctionner, un cadre qui protège. Le suffisant peut être une séparation propre. Quand la relation ne peut plus être sauvée, la sortie la plus réparatrice est parfois une distance choisie, claire, digne, les choses étant dites, sans procès, sans guerre. Le suffisant, ce n'est pas se résigner à moins que ce qu'on mérite. C'est choisir sa sortie, plutôt que d'en attendre une qui ne viendra jamais. Et en médiation, parce qu'on peut demander ce dont on a vraiment besoin, pas seulement ce que la loi autorise, le suffisant est souvent beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. Mais je veux être honnête sur un point. Trouver son suffisant, passer de la demande absolue à la demande réelle, ce n'est pas simple. Sous la pression, dans le feu d'un conflit, seul, on n'y arrive presque jamais. C'est précisément pour ça qu'un médiateur formé est nécessaire. Quelqu'un qui sait poser les bonnes questions, qui aide chacun à nommer ce dont il a vraiment besoin, pas ce qu'il croit vouloir au départ. Et c'est le cœur de ce que nous faisons chez Rezovko. Avant de vous quitter, récapitulons les points essentiels de cet épisode. 1. Le tribunal répond à ce qui est prouvable, dans un cadre juridique précis. Dans beaucoup de conflits, ce qui blesse vraiment, la trahison, la dignité blessée,
La reconnaissance refusée, la version déformée n'est pas prouvable et le tribunal passe à côté. 2. La médiation est l'espace où ce qui n'a pas de place ailleurs en a une, où ce qui n'est pas prouvable peut quand même être dit, entendu et traité par un tiers formé dans un cadre confidentiel sans verdict imposé. 3. Le médiateur n'est pas un juge, il ne statue pas. Il tient un espace, il reformule, il s'assure que chacun est entendu de la même façon et il faut le choisir sérieusement. Formation réelle et feeling. Parce que la confiance dans le médiateur conditionne tout le reste. 4. Il n'y a pas une médiation. La médiation enrichie traite les dimensions émotionnelles profondes pour que les solutions tiennent vraiment dans le temps. La médiation navette permet d'avancer même quand se retrouver face à face est impossible, avec ses forces et ses limites propres. 5. En médiation, vous gardez le contrôle. Vous construisez vous-même la solution. Et les solutions possibles sont bien plus larges que ce qu'un juge peut ordonner, parce qu'on n'est pas limité par le cadre juridique. 6. Vous n'avez rien à perdre. La médiation est volontaire, confidentielle, et vos droits restent intacts si ça ne marche pas. Et si ça marche, vous gagnez énormément. L'exercice de la semaine, ou plutôt les 3 questions à vous poser ce soir. Ce qui me fait vraiment souffrir dans cette situation. Est-ce que c'est quelque chose qu'un juge peut traiter? Ou est-ce que c'est quelque chose de réel, de profond, mais non prouvable, non écrit, dans un code pénal ou un code civil ou un code quelconque? Ce dont j'ai vraiment besoin pour sortir de ce conflit, est-ce un verdict ou est-ce autre chose? Une parole? Une reconnaissance? Un changement? Un espace pour être entendu? Et si j'avais cet espace, volontaire, confidentiel, sans risque sur mes droits, est-ce que j'aurais quelque chose à perdre à essayer? Si vous sentez que ce que vous vivez n'a pas sa place devant un tribunal, que ce qui blesse est réel mais non prouvable, que le dialogue est fermé, que vous cherchez une sortie qui respecte votre dignité, n'hésitez pas à nous contacter. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et bien sûr en médiation. Pour plus d'informations, www.resolveco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était la médiation. Pourquoi c'est souvent la meilleure décision que vous puissiez prendre? Je vous laisse avec une phrase, une seule. Le tribunal dit qui a raison. La médiation cherche ce dont vous avez besoin. Ce ne sont pas les mêmes questions. Et dans beaucoup de conflits, c'est la deuxième qui compte vraiment. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur le site www.resolveco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolveco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolveco.